Angoulême vient de se terminer il y a quelques jours, avec toujours un très grand succès. C'est une période un peu magique Angoulême, car pendant quelques jours les projecteurs sont braqués sur la bande dessinée. C'est pas fréquent, c'est pas si fréquent. Les résultats des grands prix ont été annoncés avec toujours énormément de polémiques. Par contre, je peux m'avancer sans risque en disant qu'il y a une réelle adhésion sur un des deux prix de la révélation de ce dernier festival. Donc j'ai nommé Mon ami Damer, édité par notre camarade Serge Evenzik, ici présent, donc responsable des éditions Ça et Là, et que nous avons le plaisir d'inviter aujourd'hui. Serge nous fait découvrir de nouveaux talents qui viennent de tous horizons, et c'est toujours un grand plaisir de découvrir ces nombreux titres qui sont toujours qui nous interpellent sans cesse en fait. Malgré son succès, il se fait aussi piller, tu nous en parleras, par les gros éditeurs, mais comme tu le dis et comme on en a déjà parlé, c'est le jeu. Enfin, je sais pas ce que... Voilà, c'est comme ça. Voilà. Se piller, c'est un grand mot. Ouais, je dis piller parce que c'est une image, en tout cas. Ouais. Voilà. Enfin, en tout cas, on a toujours aimé te voir venir à la librairie nous présenter tes titres. Aujourd'hui, on te voit moins souvent, et je pense que c'est bon signe. Voilà, très bon signe même, hein. Voilà, tu n'as plus le temps, mais bah, tant mieux. Hein, voilà. Donc, écoute, je vais te laisser la parole, te présenter, et puis parler un petit peu de ton travail d'éditeur alternatif, indépendant. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous faire une présentation. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre tout le temps. Si on peut faire ça sous forme de conversation, même si vous êtes nombreux, c'est absolument pas gênant. Au contraire, n'hésitez pas à poser des questions sur Ça et Là, sur l'édition indépendante ou alternative. C'est toujours intéressant d'essayer de partager le plus d'informations avec les professionnels ou les non-professionnels d'ailleurs. C'est une maison d'édition que j'ai créée en 2005, donc on va avoir 9 ans maintenant. Moi, je venais de la production audiovisuelle, j'étais producteur de dessins animés et je lisais beaucoup de bandes dessinées étrangères. Et au moment où j'ai décidé d'arrêter le dessin animé, parce que même si j'adore l'animation, c'est quelque chose de très pesant et qui est un peu fatigant quand on travaille dedans au quotidien, et que j'ai décidé de me lancer dans l'édition, je me suis dit, bon, il y a beaucoup de bandes dessinées que j'aime beaucoup, notamment dans les pays anglo-saxons et aux États-Unis, qui restent inédites en France. Si personne ne veut les publier, bah, je vais le faire moi-même. Et comme ça, ça m'a donné aussi une façon d'avoir une spécificité au niveau de la ligne éditoriale de Ça et Là, dans le sens où j'ai décidé dès le début de me consacrer au domaine étranger, de publier uniquement des auteurs étrangers. C'est quelque chose qui m'intéressait, de pouvoir me distinguer des 180 éditeurs qui, à l'époque où j'ai créé Ça et Là, étaient éditeurs de au moins une bande dessinée par an. Là, j'avais en tête le modèle des tout débuts d'Actes Sud. Je ne veux pas du tout dire que je développais Ça et Là comme Actes Sud, c'est pas du tout le cas, mais en revanche, je me rappelais effectivement des premiers émois de lecteurs de littérature étrangère. Je trouvais que c'était intéressant de se focaliser sur le domaine étranger, je le pense toujours. Et comme on publie de toute façon un nombre relativement limité de titres dans l'année, là on atteint notre vitesse de croisière depuis 2-3 ans, on fait 15 titres dans l'année. De toute façon, c'est voilà, notre planning éditorial, notre programme se remplit très très facilement, puisque le monde entier est mon terrain de découverte et de jeu, même si je privilégie... Et j'édite notamment beaucoup d'auteurs anglo-saxons, parce que les Américains sont très très dynamiques et les États-Unis sont un des grands pays de la bande dessinée. Donc voilà, j'ai créé une structure complètement indépendante ou alternative, si on peut parler de ça. C'est vrai que c'est un débat qui est intéressant, d'autant plus que pendant Angoulême, c'est l'Angoulême qui vient de se passer, on s'est regroupé. On a eu une réunion très intéressante entre petits éditeurs, et on a créé le SEA, le syndicat des éditeurs alternatifs. Le sens alternatif, pour nous, représente mieux ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire qu'on est une alternative par rapport à ce que proposent les gros éditeurs, que ce soit des éditeurs indépendants ou des éditeurs affiliés à un groupe. Alors ça veut dire qu'on ne travaille pas les livres de la même manière, qu'on en fait beaucoup moins, qu'on a une approche beaucoup plus artisanale en fait, hein, tout bêtement. Faut savoir que dans l'édition indépendante ou alternative, le plus gros, je dirais, éditeur, ça va être l'association. L'association, c'est une structure de 6 personnes, ou encore 5 ou 6 personnes. Ils publient une vingtaine ou une petite trentaine de livres chaque année. Et puis ils ont une approche comme nous qui est vraiment livre par livre, c'est-à-dire que chaque livre qu'on publie, c'est un choix raisonné, un coup de cœur. Et c'est des livres qu'on va tous travailler. On va travailler chacun de ces livres
aussi bien les uns que les autres, en accompagnement presse, en accompagnement chez les libraires, en travail éditorial avec les auteurs, si c'est de la création ou, comme c'est dans mon cas de figure, quand c'est de la traduction, le suivi de la traduction, du lettrage, etc. Je reviendrai sur ces spécificités qui sont liées à l'édition de bande dessinée étrangère, mais je dirais que ce qui nous distingue, par exemple, de ces grands groupes, c'est que c'est, je pense, cette approche assez artisanale et le fait comme on est tous des petites structures, hein, je disais l'association ils sont 5, après Cornelius qui est le deuxième plus gros ils sont 4, et après tout le monde est entre 1 et 3 personnes. Nous sur ça et là on est 2,5, une personne à mi-temps, moi et une graphiste, directrice artistique, donc on est vraiment des toutes petites structures, mais ce qui nous permet, et c'est ça qui m'intéresse de toute façon, c'est une volonté de ma part d'avoir un suivi de A à Z de chaque livre. Moi je m'intéresse aussi bien à la fabrication que au suivi éditorial avec les auteurs, à tout ce qui est conception graphique autour des couvertures, à tout le suivi, comme Marc le disait, moi j'ai toujours beaucoup aimé tourner en librairie, aller voir les libraires pour parler des livres. J'estime toujours qu'on est les meilleurs et les mieux placés pour parler de nos livres, donc c'est quelque chose que je continue à faire chez certains libraires, mais que maintenant effectivement il y a quelqu'un qui s'occupe de ça et qui m'aide. Mais je situerai là la différence, la frontière entre le travail que nous on peut faire et certains éditeurs. Alors tu disais qu'on a été pillé par des gros éditeurs. Je dirais pas pillé, mais c'est vrai que les gros éditeurs ont tendance à penser que les éditeurs alternatifs sont des laboratoires de recherche et développement qui travaillent pour le compte des gros éditeurs. Mais je dirais c'est de bonne guerre et c'est la règle dans l'édition de manière générale. C'est-à-dire qu'en littérature c'est pareil. Après c'est charge à nous d'avoir une relation avec nos auteurs qui fassent qu'ils aient envie de rester avec nous. C'est le cas par exemple. Il y a des auteurs américains très connus comme Charles Burns ou Close qui restent avec les éditions Cornelius parce qu'ils estiment que c'est l'éditeur qui est le plus à même de faire le meilleur travail d'accompagnement de leurs livres. Donc ils ont toujours refusé d'avoir des gros chèques que leur ont fait, les gros appels du pied que leur ont fait les Dargaud dès le cours et consort. Et puis après, il faut aussi être honnête, c'est-à-dire que les avances que nous on propose aux auteurs sont quand même relativement basses parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas des grosses capacités de trésorerie et puis on n'a pas les moyens de faire des livres uniquement pour le plaisir de faire des livres avec des auteurs prestigieux. Donc on peut pas leur faire des gros chèques si on pense que c'est un trop gros risque pour nos structures. Donc quand Dachau, par exemple, qu'un auteur dont j'ai publié le premier livre, qui a été sélectionné en Willem Bottom, a eu un gros succès, son agent qui est américain qui s'occupait des droits de son livre d'après qui s'appelait Body World, et il a juste demandé quel était le plus gros éditeur en Europe. C'était le groupe Média Participation, Dargaud. Il allait les voir, ils ont fait un gros chèque, donc Body World est sorti chez Dargaud. Mais ça m'a pas plus gêné que ça, que j'étais plutôt content pour lui parce que c'est quand même vachement prestigieux pour un auteur d'être édité chez Dargaud, puis ça lui a fait pas mal d'argent, donc c'était aussi pas mal, c'était bien pour lui. C'est vrai que faut être conscient de nos limites en tant qu'éditeur indépendant, et puis c'était quelque part aussi pour moi une reconnaissance du travail qu'on avait pu faire de découvreur. Et j'avais en tête que de toute façon, ça sera un éditeur. Ils ont un raisonnement assez à court terme, en fait, les gros éditeurs, quand ils font ça. Donc, en l'occurrence, ils ont fait Body World. Ils n'ont pas su trop comment travailler. Ils se sont dit que comme celui-là, ça avait été un gros succès. C'était, enfin, à notre échelle. On pourra parler chiffres dans le détail si vous voulez, mais ça, c'est un livre qu'on a vendu à 10 000 exemplaires. Un livre à 30 euros. C'est un vrai bon succès sur le roman graphique, sur la bande dessinée indépendante. Donc ils se sont dit on fait le prochain livre, ça va être pareil. Dachau, c'est le petit génie de la bande dessinée américaine. Moyennant quoi, c'est pas du tout, parce qu'ils n'ont pas fait un accompagnement comme nous on le fait. C'est-à-dire que une fois qu'ils ont signé les droits, c'est les attachés de presse qui s'occupent de tout ça, mais c'est dilué, ça devient plus du tout leur priorité. Dargaud, leur priorité, c'est toujours 13, c'est toujours les mêmes. Donc il y a un moment, quand il y a un ovni qui arrive comme ça, ils ne savent pas trop comment s'en occuper, moyennant quoi les ventes sont très basses, et du coup, on récupère tranquillou le bouquin d'après. Et on a New School que vous voyez là, vient de sortir, qui est le livre le plus récent de cet auteur, qui est très intéressant, mais effectivement très avant-gardiste. Donc c'est assez rigolo de voir les auteurs qui reviennent au bercail après coup, parce que moi j'ai un suivi avec lui, on se voit tous les ans, moi je vais à New York une fois par an, on déjeune ensemble, alors que Dargaud il n'avait plus aucun contact en fait, parce que c'est une trop grosse structure et que les éditeurs peuvent pas avoir un contact en dehors de leurs gros auteurs, ils peuvent pas avoir un suivi de tous les auteurs, parce qu'ils éditent tellement de livres que même s'ils ont plusieurs éditeurs en interne, ils peuvent pas avoir un suivi très qualitatif entre guillemets. Donc alors je dis souvent beaucoup de mal des gros éditeurs, hein, reprenez-moi si c'est le cas, mais c'est un travers qu'on a et puis c'est toujours assez rigolo.
au-delà du fait de faire du domaine étranger, ce qui m'intéresse, c'est dans la ligne éditoriale, et je pense que maintenant qu'on a publié une centaine de livres, on arrive un peu à situer quelle est notre ligne éditoriale. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'autobiographie, du témoignage, des fictions ancrées dans la réalité. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Il n'y a pas que ça, parce que de temps en temps, on se donne des libertés de faire autre chose, parce qu'il y a un coup de cœur sur un livre qui ne rentre pas forcément exactement dans les cases, mais que néanmoins voilà, c'est que j'ai envie de faire parce que ça me plaît énormément et je pense que de toute façon, même quand ce sont des livres qui ne rentrent pas forcément dans, voilà, dans les créneaux principaux qu'on peut avoir au niveau de ça et là, comme ça fait partie de mes goûts, j'ai tendance à dire que quels que soient les livres, la somme des choix qu'on a fait, bah, ça reflète que la ligne éditoriale, ce qu'est la ligne éditoriale de la structure. Donc on a eu effectivement beaucoup de choses autobiographiques, notamment pures et dures, parce que ça m'intéresse énormément le fait que la bande dessinée, bah, que des auteurs utilisent la bande dessinée pour se raconter leurs histoires. On a fait notamment la trilogie de American Splendor de Harvey Pekar, un auteur américain. Le American Splendor, c'est la référence absolue en termes d'autobiographie. Il y a eu un film qui était, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, qui est remarquable, que je conseille à tout le monde, qui est un mélange de documentaire et de recréation. Et Harvey Pekar, à la fin des années 70, lui c'est un scénariste, il était assez proche de Crumb, et puis il a vu que dans le milieu underground, on commençait à s'adresser à un lectorat adulte, et il s'est dit, bah, tiens, il était fan de Bukowski en littérature, il dit, je vais commencer à raconter mes histoires. Il est très intéressé par le fait de raconter le quotidien, son quotidien et le quotidien des gens qui rencontre. Son motto, c'était de dire voilà, le quotidien, c'est quelque chose d'intéressant et c'est une matière à faire une œuvre. Et donc, son grand œuvre, c'était l'histoire de sa vie et ça a duré de 1976 où il a commencé à raconter ses premières histoires. C'était sous forme d'histoires courtes jusqu'à la fin de sa vie en fait. Il est mort en 2011, en 2010 ou 2011, je ne me rappelle plus, mais il continue toujours à écrire des histoires pour sa série American Splendor qu'il auto-éditait lui-même et donc qui couvre 30 années de sa vie à lui ou 40 années de la vie et puis de l'histoire des États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui était quasiment complètement inédit en France. Panini avait, par accident, je dirais, publié quelques épisodes récents qui avaient été faits chez DC Comics, mais c'est passé complètement inaperçu en France. Et je trouvais ça absolument scandaleux que Panini ait décidé alors que c'est une série qui est très connue aux États-Unis. Lui, c'est un personnage, vraiment une figure publique. Il a participé beaucoup à des émissions de télé à l'époque. Je trouvais ça vraiment dommage de commencer à publier une série à la fin quasiment de la série, à la 30e année de la série. Donc, nous, on a décidé de faire une anthologie. Enfin, j'ai décidé de faire une anthologie, c'est-à-dire une sélection des meilleures histoires en trois volumes. J'ai contacté Harvey Pekar au téléphone parce qu'il n'a pas d'internet, il n'avait pas d'ordinateur, et il m'a raccroché au nez, j'ai rappelé, il m'a raccroché au nez. Mais au bout d'un moment, on a réussi à commencer à communiquer, et puis il était finalement assez content que ça se fasse en France. Donc typiquement, c'est effectivement le genre de livre qui m'intéresse, de la même manière que les Alec, là, le gros bouquin ouais. Campbell. Alors, Eddie Campbell, c'est un peu le pendant anglais de Harvey Pekar. C'est un auteur issu de la scène indépendante américaine, qui est surtout connu pour son travail en tant que dessinateur de Fromel. Donc il fait partie de cette génération-là d'auteurs indépendants américains anglais qui ont beaucoup marqué la scène mondiale. Mais avant de travailler avec Fromel, parce qu'il connaissait Alan Moore du temps où Alan Moore n'était que écrivain, voire dessinateur, parce qu'Alan Moore a fait quelques dessins quelques bandes dessinées dans la presse underground anglaise dans les années 70. Il avait commencé aussi à raconter sa vie sous forme de livres et de bandes dessinées. Ça s'appelait Alec, alors parce qu'il utilisait un nom, c'était son alter ego en fait. Il n'osait pas vraiment aller jusqu'au bout et dire que c'était lui-même, mais sinon tout le reste, tous les autres protagonistes sont complètement réalistes et ce qui arrivait aussi était réaliste. Et voilà, il a commencé, c'est pareil exactement, 1 an ou 2 ans après Harvey Pekar, à raconter ses histoires, et ça a duré jusqu'en 2005, 2006. Nous, on les avait publiés sous forme de 4 volumes différents, et ce recueil-là, qui avait été en sélection officielle à Angoulême, est sorti il y a 2 ans maintenant, quelque chose comme ça. Donc, typiquement, les auteurs qui se coltinent à leur quotidien, je trouve ça qui est vraiment intéressant, et on a des bons exemples aussi ici, parce que c'est Le trône n'est pas assez de Uli Lous, on est aussi dans l'autobiographie. Donc c'est une auteure autrichienne qui vit à Berlin, qui raconte l'été qu'elle a passé sur la route dans les années 80 quand elle avait 16 ans. Elle était squatteuse, punk. Elle est partie avec une copine un peu barrée, traverser l'Italie du nord au sud, et elle raconte voilà, tous
tout ce périple qui était, où elles ont dû affronter un certain nombre d'écueils, mais c'est raconté de façon à la fois drôle, poignante, avec une vraie intelligence dans la narration, dans le récit, et c'est exactement le type de livre qui, moi, à la fois me touche et que je trouve très très intéressant. C'est un livre qui a énormément marché en Allemagne, même si les ventes, d'ailleurs, j'ai appris là pendant Angoulême, sont quand même inférieures. C'est-à-dire que la taille du territoire, même si l'Allemagne est un très gros pays, c'est pas un gros pays de la bande dessinée. En fait, on a vendu plus de livres en France qu'en Allemagne. Il vient de sortir aux États-Unis. Et c'est une vraie découverte. D'ailleurs, elle a eu le prix Révélation, comme mon ami Lamer, elle a eu le prix Révélation en 2011 à Angoulême, et le prix Artemisia aussi, c'est le prix de la bande dessinée féminine de l'année. Et elle a un propos vraiment intéressant, et j'étais très très content d'avoir récupéré les droits, d'autant plus qu'une semaine après que j'ai signé le contrat, il y a Gallimard qui a fait une offre à l'éditeur allemand, et l'éditeur d'ailleurs assez naïvement m'a demandé si c'était si c'était trop tard. Il m'a dit j'ai une offre de Gallimard. Je dis bah oui, mais nous on a signé un contrat. Donc c'est ça qui est assez spécifique aussi, je dirais, pour reprendre sur l'histoire des éditeurs indépendants, c'est qu'on a tendance à réagir plus vite. Parce que chez les gros éditeurs, là en l'occurrence, ces livres-là, il était en lecture, je l'ai su après, chez 3-4 gros éditeurs, Futuro, etc. Mais ils font passer ça par des comités de lecture. Là en l'occurrence, c'était écrit en allemand, donc ils ont dû trouver des lecteurs germanophones. Quand un éditeur fait une création, il a les droits pour la durée légale de la propriété intellectuelle, donc très très longue, sauf s'il arrête d'éditer le livre, ou il arrête et que l'auteur récupère les droits. Mais quand on achète les droits d'un livre étranger, c'est en général pour des périodes de 5 à 7 ans, donc c'est relativement court. Ce qui explique que vous puissiez avoir de temps en temps des livres étrangers qui changent de catalogue. Il y avait eu aussi un livre que j'affectionne beaucoup, parce que c'est une vraie découverte, le Elmer de Jerry Allen Guilan, qui présente énormément d'intérêt et de spécificité, notamment celle d'être une bande dessinée d'un auteur philippin. Donc c'est une des rares, sinon la seule bande dessinée, en tout cas roman graphique d'un auteur philippin à avoir été publié en France, qui est absolument atypique et qui est assez génial, en fait, qui plaît à un lectorat très très large. C'est une histoire, un drame familial, mais dans une famille de poules. Donc ça paraît complètement fou comme ça, mais en fait, quand on embarque dans le bouquin, de la première page, on est happé dans une histoire extraordinaire qui se passe en fait sur Terre, mais à un moment où les poules sont devenues conscientes du jour au lendemain, on ne sait pas trop pourquoi, si ce n'est que ça pose énormément de problèmes des relations entre l'espèce humaine et l'espèce des poules, qui sont les seuls animaux à être devenus conscients et doués de la parole, donc évidemment, les humains se retrouvent confrontés à un certain nombre de problèmes, notamment le fait d'avoir jusqu'ici mangé ces poules. Et se grève autour de ça un drame familial très bien écrit, un très très beau dessin d'un auteur philippin qui travaille en tant qu'encreur en fait pour Marvel et DC Comics, qui a une vraie patte. C'est une vraie découverte, parce que en fait je suis tombé par hasard sur la couverture sur un site américain, parce que je regarde beaucoup les sites de blogueurs, de journalistes américains, et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et de fil en aiguille j'arrive à contacter l'auteur qui vit aux Philippines, donc à 100 km de Manille, et je lui dis mais qu'est-ce que c'est que ça, et c'est un bouquin qu'il avait auto-édité aux Philippines. Il m'a envoyé un PDF puis un bouquin, et j'ai eu un vrai coup de cœur parce que ce livre est vraiment excellent. Et j'ai décidé de le publier. Donc on a été le premier éditeur à publier en dehors des Philippines. Après, il a vendu les droits à un éditeur américain. Il a été nominé aux Eisner Awards. Ici, il a eu le prix ACBD Asie, la meilleure BD asiatique en 2011. Le prix Quai des Bulles Ouest France. Il était nominé au festival Utopial. Enfin, c'est une belle histoire, parce que c'est un auteur en plus qui avait plein de problèmes de santé. Il a été toujours très très ému, et surtout il comprenait pas pourquoi ça avait été édité en France, pourquoi il avait trouvé son lectorat. C'est un livre, on en est au 4e tirage. Là, c'est vraiment le cas typique de la belle histoire, je dirais. L'auteur Derf Bagdef raconte en fait son enfance et ses années collège et lycée avec Jeffrey Dahmer, qui est un épouvantable tueur en série qui s'appelait Cannibal du Milwaukee, qui a commencé à sévir après le lycée, puisqu'à partir c'est à la fin de la terminale qu'il a commis son premier meurtre, et qui par la suite, quelques années après, est parti dans un délire et a, dans des conditions atroces, assassiné 17 jeunes Américains. Et Derf, en fait, qui est illustrateur de presse, qui a fait du comic strip pendant 20 ans, a appris donc dans les années 90, quand Jeffrey Dahmer a fini par se faire arrêter et condamné et puis assassiné en prison, que son ancien copain, ou en tout cas le gars qui faisait partie du même groupe de copains que lui, était devenu un tueur en série, et il a décidé d'en faire une histoire, parce que ça l'a traumatisé, en fait, de se rendre compte que quelqu'un dont il était proche pendant des années était devenu
un psychopathe au dernier degré, et il entreprend d'essayer de retrouver les racines du mal en fait, et il le fait avec une très grande intelligence et beaucoup de savoir-faire, parce qu'il a eu un diplôme de journaliste, donc il a mené une véritable enquête, il a eu accès aux sources du FBI, parce qu'il suffit de payer $50 et de récupérer un DVD avec des milliers de pages aux États-Unis sur les cas comme ça pour avoir accès à tous les entretiens avec Dahmer. Et puis il a été interviewé les gens de la famille, les gens du coin qui restaient. Ça se passe dans la banlieue de Cleveland dans les années 80. Donc, Ederf vit toujours à Cleveland. Et donc, il a continué à avoir un contact avec beaucoup de leurs connaissances. Et il essaye de comprendre pourquoi un gamin qui était un peu bizarre, un peu taré, mais comme on en a tous connu au collège, est devenu ultra violent et complètement psychotique, alors on aurait pu le détecter, mais son environnement familial, l'environnement pédagogique à l'époque avait complètement fait abstraction des problèmes qui étaient évidents de ce gamin-là. Et là où l'auteur est ravi, et je l'ai fait venir 2 fois, il était là à Angoulême, il fait une tournée de 3 semaines, c'est que le livre a très bien marché, alors qu'en France, Jeffrey Dahmer est très peu connu. Moi, j'avais aucune idée de qui était Jeffrey Dahmer. En revanche, le bouquin est tellement bien qu'on n'en a rien à fiche de savoir qui est Jeffrey Dahmer, même si c'est expliqué, il y a toute une partie documentaire journalistique à la fin, il y a 25 pages où il explique exactement ce qui s'est passé après. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il ne parle pas des meurtres en question. Là. Ça s'arrête vraiment le jour du premier meurtre. Donc tout le reste qui est horrible et pas du tout... c'est pas passé sous silence parce que c'est décrit là, mais c'était pas son projet. C'est ni journaliste, ni journalistique, ni artistique. Il se concentre sur l'avant. Et donc du coup, il est ravi que le livre marche très bien en France, alors qu'on ne connaît pas finalement qu'il n'y a quasiment aucun fan de Jeffrey Dahmer. Donc il est très 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 content de ça. Et on publie un nouveau livre de lui là qui sort en février, qui s'appelle Punk Rock et Mobile Home, qui est une espèce de versant humoristique du livre. Ça se passe aussi dans les années 80, dans la banlieue de Cleveland. C'est des histoires d'ados complètement déconnantes, super drôles, très centrées sur la musique et le punk rock. Donc qui reçoit déjà un très très bon accueil, donc on est assez content. Moi j'ai une question de la part de Thomas Aragon, éditeur chez Dargaud. Petite maison d'édition voilà. Qui est située dans le nord de Paris. Voilà. Ils ont besoin de conseils. Alors c'est une question un petit peu ironique. Il me demandait ce que ça te faisait d'avoir mon ami Dahmer qui est en réimpression au moment de... En rupture. Oui, parce que comme j'aime bien dire du mal des gros éditeurs, au moment où Dargaud avait eu le Fauve d'Or d'Angoulême sur Là où vont nos pères, j'avais, je sais plus à quel endroit, dit tout le mal que je pensais de leur travail, dans le sens où le livre était en rupture depuis plusieurs semaines avant le Festival d'Angoulême et pendant plusieurs semaines après le Festival d'Angoulême. Et je disais quand même, une maison d'édition comme Dargaud, il devrait se permettre de réimprimer les livres et de faire en sorte qu'ils ne soient pas en rupture, parce que la rupture, c'est quelque chose qui me... c'est vrai les petits éditeurs en général, on déteste avoir des livres en rupture, c'est une violence absolue, parce que par rapport à l'auteur, et puis c'est surtout quand on est tôt par rapport à la sortie du livre. Avoir une rupture 3 ans après la sortie d'un bouquin, pourquoi pas, et encore que, mais dans l'année ou dans les 6 mois, dans les 3 mois de la sortie du bouquin. Donc là, sur Dargaud, je m'étais un petit peu lâché, je m'étais fait un peu tirer les oreilles par Philippe Osterman, qui est le patron des éditions Dargaud, mais enfin, je le pensais vraiment, et je le pense toujours, et donc Thomas Aragon ironise dessus, parce qu'on est en rupture sur mon ami Dahmer qui a eu un prix. Mais alors, contrairement à eux, on n'était pas en rupture avant Angoulême, et on était en rupture que depuis hier. D'accord. Et la réimpression, elle arrive dans la semaine prochaine. Tu vois, en tout cas, j'ai l'impression qu'il était au courant avant toi, quoi. Ah, tu vois, de la rupture. De la rupture. Non, mais c'est vrai qu'on essaye de... Je crois que j'ai jamais eu plus de 2 semaines de rupture sur un livre, parce que même quand c'est un énorme risque, c'est-à-dire que Bottomless Belly Bottom, par exemple, le gros bouquin que je vous ai montré là, ça c'est des coûts de fabrication qui sont monstrueux, et que si j'avais un raisonnement purement économique, purement financier, il y a des réimpressions que j'attendrai de faire, où je les ferai le moins cher possible, où je jouerai la rupture. C'est vrai que quand on a un raisonnement... Et j'ai fait une école de commerce, donc, mais je fais abstraction des cours que j'ai pu suivre, et j'y vais parce que je pense que ça fait partie du rôle de l'éditeur de prendre des risques, de soutenir les bouquins, même si ça fait pas de sens financièrement, alors que ces grandes boîtes-là sont gérées par des financiers en fait. Donc elles sont gérées. Donc ils ont même pas, les éditeurs, ils ont même pas leur mot à dire. Vous arrivez à vivre? À vivre, oui, j'arrive à vivre. Regarde, je vis. J'arrive à vivre. Après, j'ai tendance à dire que l'Éducation nationale est un co-sponsor implicite du monde de l'édition en sens large. Ma femme étant enseignante et agrégée, donc du coup, disons que j'ai divisé mon salaire par 4 ou 5 depuis que je travaille dans l'édition. Mais voilà, faut pas avoir des gros besoins, parce qu'on...
c'est un métier artisanal où on gagne pas beaucoup d'argent, mais en même temps on n'a pas des gros frais généraux, c'est-à-dire qu'on a un bureau à Paris, ça fait 1 an, qu'on sous-loue à des architectes, on est 2,5, donc les frais généraux sont relativement réduits. Maintenant c'est vrai que voilà, pour les éditeurs, mais ceci dit, personne dans le milieu de l'édition roule sur l'or, hein, à part les gros patrons de grosses maisons d'édition éventuellement, mais c'est vrai que dans l'édition indépendante, voilà, de toute façon c'est des choix. En revanche, il y a une satisfaction personnelle qui est optimale, donc tant que ça roule. Mais bon, voilà, ça a tendance à s'améliorer un petit peu chaque année parce qu'on a un peu plus de visibilité, le catalogue s'étoffe et on est suivi par un petit peu plus à chaque fois de libraires ou de bibliothécaires, et au fur et à mesure nos livres rentrent un peu plus dans les salons et dans les chaumières. Donc mais oui, il faut pas en attendre énormément. Voilà, donc tout est sur notre site internet, les catalogues, les livres à venir, toutes les informations dont je vous ai parlé, elles sont toutes disponibles sur notre site saïla.fr. Donc, puis si vous avez des questions ou si vous avez des choses que vous pouvez me contacter par email, n'hésitez pas. Surtout, comme vous l'avez pu le voir, je suis assez bavard et c'est pareil par email. Bon ben voilà. Merci Serge. Bah, de rien. Et puis voilà.